Maya Cousino-Mullen de la nation Innu, pas Inuit, de la Côte-Nord, communauté des Coanichit. Travaille à Montréal depuis 3 ans. Je suis conseillère en développement communautaire pour les Premières Nations et les Inuits chez Évoque Architecture. Je suis née en 1975. J'ai passé 8 jours dans ma communauté Innu. Et par la suite, j'ai été donnée en adoption à une famille québécoise. Ma mère, Anne Napès, Innu, a décidé de me choisir une famille. C'est Gracia Maloney et Pierre Cousineau qui ont eu la chance de m'avoir comme enfant. J'étais la dernière d'une famille et j'ai grandi à Mingan. Ça n'a pas été facile parce que justement le racisme est apparu très tôt dans ma vie, très très tôt. Et j'ai appris très jeune à essayer d'évoluer entre deux mondes. Donc j'ai réussi à finir mon secondaire, mon cégep, et je me suis rendue à l'Université Laval où j'ai fait un baccalauréat multidisciplinaire en sciences politiques, études amérindiennes et histoire. Par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer un mentor. Un mentor, c'est important dans nos vies, je crois, surtout en tant qu'Autochtone, que membre des Premières Nations. Et il m'a guidée au travers de ma carrière, dont ça fait maintenant 23 ans que je travaille dans le monde des Premières Nations à divers niveaux. Et tout en travaillant sur une carrière d'écrivaine, depuis l'âge de 14 ans, j'écris de la poésie. Et j'ai finalement publié mon premier recueil de poésie en 2019. Et ce fut un franc succès. J'ai gagné un prix au Prix Voix autochtone du Canada pour poésie de langue française. Donc, ça a été un bel accomplissement pour moi, une heureuse surprise. Et je me suis toujours impliquée dans le monde des Premières Nations, que ça va de l'itinérance aux femmes autochtones et au travers de mon travail qui me permet de toucher à pas mal tous les domaines. Pour moi, être un enfant Innu, c'était très flou. C'était une époque où l'histoire des Premières Nations n'était pas enseignée. Il y avait peut-être une page et demie avec un chapitre sur les Iroquoiens et les Algonquiens. Mais sinon, on n'allait pas dans le détail des nations comme on retrouve maintenant aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était très flou, mon existence, l'appartenance à ma nation, l'identité. Ce qui n'était pas flou, par exemple, c'était le racisme. On me détestait à cause de ma différence de peau, à cause de ma situation d'adoptée. Donc, j'ai vécu autant du racisme d'un bord que de l'autre. C'est sûr que ma communauté aujourd'hui est beaucoup plus résiliente et mature, donc elle a guéri de beaucoup de choses. Mais à l'époque, c'était comme... on sentait ma différence et je subissais de l'intimidation très jeune à la maternelle, à la prématernelle, et ma mère a dû me retirer de l'école Innu pour m'envoyer à l'école des Blancs. Je dis les Blancs pour l'époque. Chez les non-autochtones, c'était le racisme comme on connaît, comme les Autochtones ont connu de la part des non-autochtones. Donc des noms, un mépris, d'être mis de côté, de se sentir honteuse. Très jeune, j'ai appris ça, ouais. Comment je réagissais, c'est que j'avais des parents très forts, très instruits, qui m'ont toujours poussée. Je pense que ma mère, quand elle m'a eue, elle savait que je partais 2 cases en dessous. Je partais en tant que femme et en tant qu'autochtone amérindienne. Donc, elle s'est dit, je vais lui donner un peu plus de torque, comme on dit, de force dans son éducation. Donc, elle m'a plus appris à savoir prendre position, savoir prendre ma place, être capable de parler pour moi. Mon père aussi m'a beaucoup appris à m'impliquer. Donc, si on veut changer une situation dans une société, il faut s'impliquer socialement. Mais à un très jeune âge, écoute, c'est sûr que je revenais leur parler de ce que je vivais. Ma mère me disait, si tu as été adoptée puis que les gens rient de toi, dis-leur que toi, tu as été choisie. Toi, au moins, on t'a choisi. Donc, c'était une très bonne réponse, pas agressive, gentille. Et ça a toujours été... Mon chez-moi a toujours été mon refuge en termes de racisme. Je pouvais me réfugier chez moi, chez mes parents, et c'était un abri sûr. Mes parents ont compris dans quel monde j'allais grandir, donc ils m'ont appris à lire très jeune.
Et on vivait dans un petit village isolé sur la Côte-Nord. Et il y avait une immense librairie. Donc, bien qu'à cette époque-là, notre histoire n'était pas enseignée. Donc, avant de savoir qui était Anabidjou, un grand chef Innu, ou Pontiac, hein, j'ai appris qui était Goya, Velasquez, le roi Louis XIV, l'histoire de la Grèce, de l'Égypte, de la Mésopotamie. J'ai tout appris ces choses-là avant. Donc, mes parents avaient des livres là-dessus. Ils s'intéressaient à tout, que ce soit National Geographic ou une série de livres qui s'appelait Les Grands de tous les temps avec les biographies de la reine Élisabeth Ier, des multiples rois en Europe, ce qui a fait de moi quelqu'un de très bon en histoire quand j'étais au cégep. Donc, moi, je me suis plongée dans ces livres-là, bâtir mon imaginaire, et mes parents m'encourageaient à écrire. Quand j'ai eu un coup de foudre pour la poésie, secondaire 4 ou 5, et mon père m'encourageait à écrire, et il montrait toujours un enthousiasme. Mon père était fier de moi dans tout ce que je faisais, il se pétait les bretelles. Ma fille est à l'université, ma fille va dans des grandes réunions, donc mon père était très fier de moi. Et c'est tout ce bel encouragement positif qui a fait que pour moi, écrire est devenu un réflexe naturel. Oui, pour moi, écrire est un acte très engagé parce que je parle de ce qui vient du cœur, de ce qui me fâche, de ce qui est négatif ici, ce qui affecte le développement des Premières Nations, de ces femmes, des grands enjeux, des grands dossiers aussi, l'environnement. Pour moi, donc, quand j'écris un poème, c'est quelque chose qui est venu me chercher, qui m'a touchée et auquel je réagis fortement, mais je trouve que la poésie est comme c'est un paradoxe, une agression non intrusive. Les gens peuvent être choqués par la poésie, mais il y a quelque chose qui va venir les toucher dans leur cœur et qui va les ramener à ce qu'ils sont vraiment. Puis ils vont dire « Ah, ton texte, pour moi, il a voulu dire ça, mais en même temps, c'est beau, je comprends le message que toi, tu vas apporter. » Et ça m'incite à réfléchir. Ça, c'est le fun, quand on se fait dire ça. En fait, comme l'écriture était quelque chose de très intime, c'était à une époque, quand j'étais adolescente, où on est tourmenté, on est parfois affaibli par tout ce qui se passe. Moi, j'ai passé mon adolescence sur la crise d'Oka. J'ai voulu me suicider, une fois ou deux. Je ne veux pas en faire un drame, j'ai survécu, je suis encore là et je ne me victimise pas là-dessus. Mais c'est à ces moments-là que j'ai commencé à écrire des textes un peu plus profonds et plus noirs, on va dire, qui parlaient de cette envie de mourir, de partir, parce que je me sentais aucune place dans la société qu'on a aujourd'hui. J'ai compris maintenant qu'il faut faire sa place. Il faut des fois tasser les barrières, déranger des gens. Mais à cette époque-là, je n'étais encore pas assez forte pour comprendre tout ça. Mais au moins, je suis contente d'avoir continué, d'être restée en vie, parce que la vie après ça m'a présenté des outils, des alliés, des gens, des amis qui m'ont permis de progresser. Oui. C'est pas une question qu'on peut prendre à la légère. Est-ce que le Québec est raciste? On ne peut pas répondre avec un absolu. On va répondre de nos expériences. On va répondre de nos mauvaises expériences, on va répondre de nos bonnes expériences. Mais il faut aussi faire partie de la solution. Oui, il y a du racisme au Québec, mais dire que le Québec est raciste, c'est différent. Donc oui, le racisme existe. Parce que les gens ont été mal préparés à notre existence. Ils n'ont surtout pas été préparés à notre survivance. C'était prévu qu'on disparaisse, hein, selon la loi, selon le système qui était implanté au Canada. C'était prévu que l'on disparaisse, que l'on s'intègre à la société canadienne, que l'on oublie notre culture, que l'on oublie notre histoire et qu'on devienne juste des fantômes. Ça a été prévu. C'est pour ça que le ministère des Affaires indiennes avait été créé à l'époque. Il était créé pour s'assurer de notre assimilation. Sinon, pourquoi aurait-il fait toutes ces lois sur les pensionnats indiens, sur les adoptions massives d'enfants autochtones, sur les stérilisations forcées, sur les expériences biologiques sur les gens? Pourquoi aurait-il fait ça si ce n'était pas pour annihiler une population? Et ça, le Canada doit se regarder dans les yeux, le Québec également, et se dire « Oups! » Là, on a la chance de reprendre les choses en main. Puis moi, j'aimerais que, oui, le territoire non cédé où je vis, qui est le Québec, ne soit pas
qu'on n'aille plus à se poser la question, que ce soit quelque chose dans le passé, qu'on ait appris, qu'on ait la résilience, qu'on ait la guérison qu'il faut. Et moi, ce qui m'impressionne toujours grandement chez les Premières Nations, c'est que très rarement on va voir de la violence de notre part. Très rarement ça va finir en émeute dans les rues. On va manifester pacifiquement, on va faire de la poésie, on va slammer, on va chanter, mais jamais on va détruire. J'ai eu une définition du racisme qui m'a rentré dans le cœur. J'étais dans un stage avec les Nations Unies et je suivais un stage à l'Université de Bourgogne à Dijon. Et on avait 2 professeurs passionnés et passionnants qui s'entretenaient avec nous. C'était des journées intenses et justement, c'est là que j'ai appris que le racisme eugénique existait. Je ne savais pas c'était quoi. C'est comme, on va le dire vulgairement, un top 10 des races. C'est là que j'ai appris qu'en effet, on retrouvait en haut du top 10 les Britanniques, les Anglais, ce qui était blanc en fait. Anglais, Français, tout ça, parce qu'ils étaient intelligents, ils pouvaient accomplir des choses, construire des affaires, ils étaient beaux. Puis plus tu descendais, plus c'était moins in, moins à la mode. On retrouvait les Asiatiques qui, oui, étaient intelligents, mais un peu trop dans le mysticisme. Après ça, on trouvait les Africains qui disaient, oui, ils ont des beaux corps, mais ils ne sont pas intelligents. Et tout en bas, là, la gang de losers, c'était nous, les Autochtones. C'est comme ça que j'ai appris que le racisme existait. Et c'est comme ça que ça m'a aidé à comprendre ce qui se passait ici quand j'étais victime de racisme. C'est que ces notions-là ont été intégrées dans les différentes sociétés et c'est resté dans la tête des gens. On leur a enseigné à nous mépriser, à nous prendre pour des gens pas responsables, pas méticuleux, négligents, vivant bizarrement, trop différemment de la société actuelle. C'est là que j'ai compris comment le racisme s'est intégré dans les différentes sociétés. Selon ma compréhension, puis le contexte qui me concerne actuellement, dans ce jeune pays qui est le Canada, parce qu'on s'entend que le Canada, c'est un très jeune pays, il commence son adolescence tant que moi, le système qui a été développé pour soutenir la société actuelle n'a pas été pensé pour nous. Comme je le disais précédemment, cette société-là avait été pensée en espérant qu'on disparaisse et qu'on s'intègre à la société. Et ce qui est arrivé, c'est que maintenant, le système qui est encore là, qui survit, n'est pas adapté à nous. N'accepte pas nos différences culturelles, nos croyances, n'accepte pas non plus que l'assimilation qu'on a tellement tenté de faire au Canada a échoué. Parce qu'on est là encore. Et oui, on met en relief des choses pas toujours belles du pays. Et ça va même jusque dans la création de la Constitution. Tu sais, pour que tu crées une loi sur les Indiens, c'est qu'à quelque part, tu veux que ce groupe-là soit mis à part et vu différemment. Et j'ai jamais vu... Là, aujourd'hui, maintenant, c'est différent, mais avant, les gouvernements faisaient très peu de campagnes pour dissuader et démystifier ce que c'était un Indien. Pour eux, pour nous, on l'entend tout le temps. On ne paye pas de taxes, on a des skis-d'eau gratuits, on a des chèques, hein, des fameux chèques que je n'ai jamais vus d'ailleurs. Et on vit au crochet de l'État. Mais souvent, j'entends, c'est une belle réplique, j'ai lu, c'est qu'en signant des traités, différents traités qu'on a vus au Canada, c'est que les Premières Nations qui ont signé ces traités-là ont donné le territoire aux non-autochtones pour le développer économiquement, des fois mal le développer, le détruire ou en faire autre chose. Et nous, on devait par la suite vivre de ces résultats-là. C'est un peu une explication que j'ai vue passer, que je trouve intéressante, qui mériterait peut-être d'être mieux compris. Toute l'obligation des traités. Et donc, en gros, pour moi, le racisme systémique, oui, il existe. Je sais que différents partis politiques se l'approprient ou non, mais il existe. S'il n'existait pas, je crois que des cas comme on a vu cet automne, dont Mme Joyce et Echaquan, ça ne serait peut-être pas arrivé. C'est une preuve flagrante, je crois, qui nous est revenue en pleine face.
faudrait qu'ils aient une conversation avec eux-mêmes. Parce que ce qui se passe entre toi et ton cœur, c'est vrai. Fait que si tu sens que tu as un biais, tu peux te le reconnaître à toi-même. Et après ça, aller discrètement t'informer. Parce que maintenant, on en parle des biais inconscients, on en parle, puis la réaction de l'autre personne aussi peut t'aider. Parce que moi aussi, on me dit, tu sais, t'es belle pour un Indien, ou toi, c'est pas pareil. Tu sais, on l'a tout entendu, nous autres. Et c'est très réducteur comme commentaire. Donc, si aujourd'hui, parce qu'avec tout ce qui se passe, avec toutes les campagnes d'information, tu sens un malaise dans un commentaire que tu vas faire, peut-être valide avec toi-même. Valide ta perception avec toi-même avant de la lancer à quelqu'un d'autre. Bien, moi, je trouve qu'il y a une amélioration depuis quelques années, depuis la crise d'Oka maintenant. Je vois de plus en plus de Québécois se questionner, se poser les bonnes questions, aller s'instruire, chercher des moyens de s'instruire. Je pense que, comme je disais tantôt, faire partie de la solution. Donc, si on voit des gens qui veulent s'instruire, qui nous posent des questions, peut-être qu'au lieu de soupirer et de dire encore, c'est de dire, OK, au moins il s'intéresse à la question, je vais tenter de lui répondre au mieux que je peux et de savoir les référer à des ouvrages de référence qui sauront titiller sa curiosité puis qui lui donnent soif de plus en savoir. Je crois qu'il ne faut pas arrêter de se battre, mais il faut éviter de se polariser. Moi, comme je le dis toujours, comme je suis bien implantée dans mes deux identités, québécoise et Innu, jamais je deviendrai une extrémiste Innu ou une extrémiste québécoise. Je vais toujours chercher l'équilibre. Parce que c'est quand on tombe dans les extrêmes qu'un déséquilibre apparaît et que des réactions violentes ou agressives peuvent survenir. C'est dangereux, je crois. C'est bien de revendiquer, c'est bien de se battre pour ses droits, mais il faut éviter de tomber dans des pièges d'un racisme entre nous, même entre Autochtones, ça existe. T'sais. Et éviter ça. Être conscient qu'on répond encore à des outils coloniaux, qu'on est encore utilisé par ça. Et parfois, on utilise ces outils-là comme l'appartenance, le statut autochtone pour dire qui l'est, qui ne l'est pas. Essayer de trouver une façon d'harmoniser nos relations en ne rejetant pas les autres, en n'essayant pas d'être agressif du côté autochtone. Côté québécois, je pense qu'ils sont sur une belle lancée. Intégrés aussi dans des outils aussi importants que la télévision, les médias, l'image, la présence des Autochtones, que ce soit dans les téléromans, dans les films, mais pas juste le côté traditionnel, là, dans la vie de tous les jours. Tu sais, ça a commencé à se faire un peu, et je crois qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Il faut assurer une présence. Un visuel des gens des Premières Nations dans la vie de tous les jours aussi. Reconnaître que ça existe. Continuer à donner des outils concrets. Encourager les alliances. Encourager les ponts. Arrêter de jouer au jeu du ping-pong entre le fédéral et le provincial. Peut-être faire une campagne sur des modèles d'alliance, justement, sur des exemples de bonne entente entre des nations, des communautés ou même des individus. Un exemple concret, moi je ne sais pas, l'actrice qui joue dans Hydro, là, oui, comment elle s'appelle son nom? Ce qu'il y a eu à la fête nationale cette année, là, quand ils ont pris la peine d'utiliser des mots autochtones comme s'ils les découvraient, là, mais quand même, de continuer à faire cet effort-là. Joséphine Bacot, est un exemple d'ambassadrice de bonne volonté. Donc, Florent Volant aussi, et s'assurer d'avoir une relève de jeunes également. Oui, montrer des partenariats qui fonctionnent, des alliances qui fonctionnent. Montrer que dans des communautés, tu sais, je pense à Natashquan et Noutaquan qui ont fait, je crois, un protocole de bonne entente. Tu sais, peut-être s'informer qu'est-ce qui les a amenés à réfléchir de même, pourquoi ils ont fait ça. Des choses de même.
Ouais. Je crois que oui. Je crois que oui. Il y a une sensibilité entre nous des différents types de discrimination qu'on a subis. À quel point que ça se vit dans le concret, je ne le sais pas, je l'ignore. Mais c'est important de rester solidaire, de s'informer, de partager peut-être les enseignements, les bonnes pratiques que l'on peut apprendre dans la défense de nos droits. Parce que c'est sûr que nous, on a la loi sur les Indiens. Les autres minorités ou les autres personnes qui subissent la discrimination, c'est sur une autre base, mais ça n'empêche pas que le préjugé peut rester pareil. Donc, nous, on a des bases différentes, donc comme cette loi, les différentes ingérences qu'ils ont eues aussi avec nous dans nos modes de vie. Donc, mais où on est différent, je crois, c'est dans... On utilise peu la violence. Tu sais, je comprends qu'avec ce qui s'est passé aux États-Unis, Black Lives Matter, il y a eu beaucoup de manifestations, d'émeutes, de colère. Je peux comprendre la colère. Est-ce que c'est un discours qui fonctionne? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais sûrement que dans tout cela, de ce côté de la frontière, il y a sûrement des bonnes personnes, des bons émissaires qui savent aussi amener des bons messages qui amènent l'inclusion. Pas juste dire moi je suis comme ça, toi tu ne seras jamais comme moi, tu ne pourras jamais me comprendre. Déjà là, il y a comme un discours de fermeture. Mais si on dit OK, oui, je peux t'expliquer ma réalité, voici ce que je vis, je suis prête à te la partager, puis que la personne de l'autre côté est accueillante et a les oreilles tendues, on peut voir un échange et une compréhension mutuelle, puis peut-être même une amitié naître. C'est un incontournable. Je dis à la blague que les Premières Nations devraient acheter Facebook. On voit beaucoup que c'est un outil de transmission de culture. Les Inuits, d'ailleurs, souvent, j'ai vu des exemples de femmes qui donnaient des cours de chant de gorge ou des cours de langue, des enseignements sur comment faire un tambour. C'est un outil de diffusion incroyable. Donc, on ne peut pas laisser ça de côté. C'est un outil moderne, mais qui permet de garder une certaine vie traditionnelle très vivante. Premièrement, mon mentor, M. Claude Picard, un érudit Wendat, qui m'a toujours accompagné dans ma carrière par ses conseils, ses réflexions, son humour. C'est comme un deuxième père pour moi. Donc, c'est un sage auquel j'aime me référer. Ma sœur, Nancy Mullen, du côté Innu, c'est une mère de 4 enfants qu'elle a amenée à la maturité à bout de bras, avec une vie qu'elle n'a pas eue facile, et qu'aujourd'hui, elle est encore souriante, belle. Elle est un petit peu plus vieille que moi, je ne dirais pas son âge, mais c'est une belle Coucoum maintenant. Coucoum, c'est grand-mère. Sa fille a eu un bébé, et elle est très fière de ça. Et de voir la joie simple qu'elle s'entoure. Elle va marcher sur le bord de la plage, elle ramasse des roches. Elle travaille pour la communauté en ce moment. Elle est à la guérite de surveillance pour le COVID à toutes les nuits pour surveiller, protéger sa communauté. Tu sais, elle a survécu à pire, mais elle est devenue tellement grande pour moi, même si physiquement je suis plus grande qu'elle. Elle a un humour, elle a un accueil, une générosité incroyable. Je l'adore, ma sœur. Et une dernière inspiration qui va peut-être en faire tiquer certains. Madame Ariane Nouchkine du Théâtre du Soleil, avec laquelle j'ai développé une amitié, malgré toute la battue médiatique qui est arrivée avec Canada. C'est une amitié aussi précieuse pour moi et qui est sincère et entourée d'humanité. Il y a une série en format télé-réalité qui s'appelle First Contact. Il y a 2 saisons, c'est en anglais, parce que ça se passe du côté du Canada anglais, où ils prennent des gens qui ont des préjugés sur les Autochtones et qui n'ont pas peur d'en parler, de les afficher, et ils leur font vivre différentes expériences dans différentes communautés. Ils les amènent à Natuashish, ils les amènent dans le pays des Inuits, ils les amènent sur les lieux d'un ancien pensionnat pour leur permettre de s'intégrer, de s'imprégner
de l'histoire des Premières Nations. Et ce qui est merveilleux dans les 2 saisons, on voit les gens changer. Et nous, au bureau, on l'a regardé. On a regardé les 3 ou 4 épisodes, parce qu'il y a 3 ou 4 épisodes par saison. Et c'est bien fait. Ça fait réfléchir beaucoup. Pour moi, c'est un coup de cœur. Quasipan, le film Quasipan, un incontournable encore une fois. Toute la série de documentaires d'Alanis Obomsawin. Mon Dieu, en termes d'autres documentaires. Québécoisie, j'aime bien Québécoisie, ça amène une belle réflexion sur l'identité métissée. Et aussi le questionnement que de jeunes Québécois font sur on voyage dans le monde pour découvrir d'autres nations, mais on n'est même pas intéressé aux nations autochtones qu'on a chez nous. Un film comme L'Empreinte aussi, qui est intéressant. Donc, toutes des choses qui nous font aller vers l'autre. Voilà. Un livre que j'aime bien, c'est Les identités meurtrières de Amin Maalouf. Tous les livres de poésie de Joséphine Bacon. L'humour de Drew Hayden Taylor, qui est un écrivain ojibwé. Mythes et réalités des peuples autochtones, c'est gratuit, ça se trouve en PDF sur Internet pour s'informer sur la question autochtone. Mon recueil de poésie. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'inspire? Ces temps-ci, c'est beaucoup le piano. J'aime beaucoup le maestro Ludovico Einaudi, qui fait du piano dans des films sûrement qu'on entend. J'aime beaucoup Andrea Ménard, qui est une chanteuse métisse de l'Ouest. Elle a fait une chanson qui s'appelle Half-Breed Blues. Très bon. Ce que Florent Volant fait comme musique aussi, c'est doux, c'est paisible. Conséquence de mon éducation québécoise, j'aime bien Céline Dion. Voilà.